Alors bonjour à tous, content de vous voir. Mon nom est Christian Linard, j'ai un PhD en biochimie et puis un diplôme d'études postdoctorales en biochimie clinique. Alors je vais vous présenter les 6 témoignages qui vont raconter leur histoire en quelques minutes de ce qu'ils ont vécu durant la crise sanitaire. Alors je vais commencer d'abord par Joanne Deschamps, je vous en prie. Bonjour, mon nom est Joanne Deschamps. J'ai obtenu une maîtrise en counseling et spiritualité et une maîtrise en art-thérapie avec une spécialisation en traumatisme. Depuis 2015, j'ai travaillé comme chargée de cours en sciences humaines et spiritualité et en résolution de conflits à l'Université Saint-Paul à Ottawa. À l'été 2020, j'ai partagé un documentaire qui énonçait les plans du nouvel ordre mondial avec la rectrice de l'université en lui demandant ce qu'elle en pensait. C'était une dame que j'admirais et je respectais, et nous avions développé une relation cordiale. Je n'ai eu aucun retour de sa part sur le sujet, mais j'ai su plus tard qu'elle avait pris des captures d'écran de plusieurs de mes publications de ma page Facebook et qu'elle les avait envoyées à mon association professionnelle, qui est l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie, alors la CCP, en les avisant que je répandais des théories du complot et qu'en tant que psychothérapeute, je n'étais probablement pas en mesure d'aider des clients vulnérables. En novembre 2020, lorsque j'enseignais mon cours d'introduction à la psychologie, j'ai encouragé mes étudiants à utiliser leur esprit critique lorsqu'ils consultent des statistiques. J'ai cité en exemple le nombre de cas COVID qui étaient présentés à répétition sur les médias mainstream. Est-ce des cas? Est-ce des morts? Est-ce des malades? Ou est-ce simplement des résultats de tests positifs? Un étudiant a alors noté que je ne portais jamais le masque à l'université. Je lui ai simplement dit qu'il est bien écrit sur les boîtes que les masques ne protègent pas contre les virus. Un élève a déposé une plainte et j'ai été convoquée à une rencontre avec le doyen par intérim. Celui-ci m'a simplement demandé de m'en tenir au contenu de mon cours. 2 semaines plus tard, mon cours portait sur l'identité du genre. J'ai mentionné que ma fille avait une amie d'enfance qui était en train de faire une transition pour devenir un garçon. D'après un étudiant, j'aurais dû dire que ma fille avait un ami d'enfance né dans un corps de fille et qu'il s'actualisait en tant que garçon. Cet étudiant a déposé une plainte et la direction m'a émis un avis d'expulsion m'interdisant d'aller ou de communiquer avec qui que ce soit sur le campus, écrivant que j'étais un danger pour la santé mentale et physique de mes étudiants. La rectrice a recontacté la CCP pour leur dire que j'ai eu des sanctions parce que je partageais mes opinions sur la COVID ainsi que sur des théories conspirationnistes et que j'avais partagé des opinions vexantes au sujet des personnes transgenres. J'ai répondu par écrit aux préoccupations identifiées par la plaignante et le comité d'éthique de la CCP a déterminé que mes opinions n'étaient pas considérées comme des violations de leur code de déontologie. J'aimerais noter aussi que tout au long de ce processus, aucune des étapes de résolution de conflits telles que je les enseignais dans mon cours n'a été appliquée par la direction de l'université. Me faire accuser par l'université qui m'a formée d'être un danger pour la santé mentale et physique de mes étudiants a été tout un choc tant au niveau personnel que professionnel. Devant ce climat de censure, j'ai mis fin à ma pratique privée et j'ai cessé mes démarches pour devenir membre d'un ordre professionnel. Plusieurs liens d'amitié ont été brisés et j'ai perdu un autre emploi parce que je refusais de me faire injecter. Après tout cela, je me suis isolée et j'ai vécu une grande remise en question par rapport à mon travail d'enseignante et de thérapeute, à mes compétences et à ma vision du monde. Je me sens impuissante devant l'ampleur de la détresse psychologique et les problèmes de santé mentale qui se multiplient depuis le début de cette crise pseudo-sanitaire. Par ailleurs, il est impossible pour moi de me taire. Alors, quand j'ai appris que la rectrice de l'Université Saint-Paul rendait la vaccination obligatoire sur le campus, je lui ai envoyé une mise en demeure l'avisant des risques réels des injections. Le vice-recteur m'a répondu qu'en tant qu'université catholique, il est de leur devoir de suivre les recommandations du pape François et il a même fourni le lien dans lequel le pape incite les gens à se faire vacciner pour démontrer l'amour de son prochain. Le vice-recteur a terminé son message en répétant que les gens qui refusent de se faire vacciner mettent en danger la vie de leur entourage. Quant à moi, je pense que c'est le manque d'information et l'absence d'un raisonnement critique qui est le plus néfaste pour la santé mentale et physique des gens.
Je vais donc continuer de partager l'information des experts à travers le monde qui sont toujours censurés sur les médias mainstream. Maintenant, ça va être un autre témoignage aussi poignant que celui de Joanne. Donc, Madame Geneviève Raymond. Bonjour, je m'appelle Geneviève Raymond. Je suis infirmière auxiliaire de formation et présentement responsable de mon propre service de garde. Mon témoignage concerne mon expérience vécue en temps de crise sanitaire à l'emploi d'une clinique familiale où j'y faisais le triage de patients au sans rendez-vous. Suite au décret gouvernemental du 15 novembre 2021 concernant l'obligation vaccinale pour le personnel des soins de santé, j'ai fait le choix libre et éclairé de ne pas me soumettre à la vaccination obligatoire. Peu de temps après, mes supérieurs sont venus me questionner à huis clos sur ma décision. Poliment, ils m'ont dit que j'étais une des rares à ne pas être injectée et m'ont demandé si j'avais besoin d'être éclairée sur le sujet. Insultée, j'ai alors compris que mon choix n'allait pas être respecté et qu'il fallait mieux rester discrète sur le sujet. Je me suis tue le reste du temps avant de quitter. Même si dans les apparences, on demeurait courtois envers moi, je me sentais ostracisée. Avant l'imposition du décret, j'ai vite constaté que le débat sur la crise sanitaire et sa gestion, spécialement dans notre milieu de la santé, n'était pas le bienvenu. Tout le monde appuyait le narratif populaire et s'en remettait sans questionnement à nos dirigeants. Discrètement, à pas feutrer, j'ai pu m'entretenir avec quelques-uns de mes collègues sur le sujet. J'ai senti chez chacun d'eux la peur de s'exprimer librement. La majorité des employés, même ceux du soutien technique, se soumettaient à la vaccination. Les gestionnaires à l'embauche discriminaient les candidates secrétaires sur ce critère. J'en étais dégoûtée. J'ai alors perdu la passion pour les soins de santé et le respect pour cette clinique et mon équipe que j'aimais tant. Avant la fin de mon contrat de travail, ce fameux décret a été abandonné, mais ça n'allait rien changer à ma situation. Une autre infirmière auxiliaire avait été engagée avant l'annulation du décret. Donc, imaginez l'embarras et toute la honte que j'ai ressentie quand j'ai dû effectuer des tâches secondaires pour laisser ma place à ma future remplaçante, le temps de son entraînement. En plus, je devais me soumettre jusqu'à mon départ à 3 tests de dépistage par semaine. Une véritable punition. Au centre de dépistage, j'étais reconnue sans courtoisie et jugée comme une criminelle. Parfois, je devais soutenir les pleurs et les cris d'enfants maintenus de force sur une civière par des hommes bleus masqués et gantés qui insistaient pour enfoncer l'écouvillon dans leur fosse nasale. J'en ai encore des frissons d'horreur, même quand je vous en parle présentement. Au triage, les consignes changeaient d'un jour à l'autre. Cela me rendait forcément hésitante dans mes interventions. J'observais des incohérences, notamment à propos des tests antigéniques de dépistage de la COVID, distribués par centaines, mais qu'on ne considérait pas en clinique comme une donnée fiable. L'inexactitude de ce test est censurée. J'avais pitié de ces gens qui se prêtaient en toute confiance à nos directives sanitaires sans cesse changeantes. Je trouvais cette situation ridicule, mais je ne devais surtout pas la remettre en question avec mes supérieurs. Donc, je vivais une extrême insécurité et de la confusion. Si je me doutais qu'il y avait des effets secondaires post-vaccinal, je n'osais jamais en parler. Je ne veux plus supporter l'omerta. Un souvenir me hante, celui d'un père en larmes qui arrive de l'extérieur de la ville pour voir son fils qui venait de mourir subitement après avoir reçu sa première dose. Il m'a montré une photo de lui, un jeune dans la vingtaine qui aimait la gymnastique et qui me paraissait vraiment en pleine forme. Qu'est-ce qu'on peut dire dans une telle situation
quand on n'a pas le droit de rien dire. En résumé, je trouve qu'il n'est pas normal dans une société démocratique de ne pas pouvoir questionner et s'exprimer dans son milieu de travail sur des incohérences et des injustices que l'on observe. Je me confie à vous aujourd'hui avec grand courage, dans l'espoir d'inciter d'anciens collègues à briser le silence. Merci de votre écoute. Alors je vous encourage, donc, comme Geneviève, à témoigner. Si vous avez vécu des choses extraordinaires, n'hésitez pas, ayez le courage de témoigner. Alors je vais vous présenter le docteur Ruelan, qui va vous montrer ce que lui aussi a vécu, mais de son point de vue de médecin. Bonjour, mon nom est Simon Ruelan et j'exerce la médecine familiale dans la magnifique région de Baie-Comeau, située sur la Côte-Nord. Je suis aussi un diplômé en biochimie de l'Université Laval. Les soins aux personnes âgées et la médecine en milieu autochtone constituent l'essentiel de mon travail des dernières années. Le 15 octobre 2021, je dus mettre fin à regret à ma pratique médicale en CHSLD, car je me voyais suspendre mon permis de pratique par le Collège des médecins du Québec, à la demande du ministre de la Santé, Christian Dubé. Mon seul crime était d'avoir refusé un vaccin expérimental. L'annonce de ma suspension à venir créa également une onde de choc dans la communauté Innu de Pessamit, comptant 3000 habitants, qui se voyaient privés soudainement des services d'un médecin respecté qui les visitait régulièrement sans faillir depuis plus de 30 ans. Pour plusieurs de mes patients, ce fut la panique et le désarroi total. 26 octobre 2021, je reçois un avertissement du collège au sujet de mes propos sur Twitter. Je m'emploie en effet à montrer l'inefficacité et la dangerosité des produits à base d'ARN messager présentés par les autorités politiques et sanitaires comme des vaccins comme les autres. Aux yeux de mon ordre professionnel, cela paraît inacceptable puisqu'à l'encontre des avis émis par la santé publique. Ma propre mère est à cette époque résidente d'un CHSLD à Québec et on ne me permet d'aller la voir que quelques heures avant qu'elle ne meure. Mai 2022, je reçois un avis de convocation à une rencontre par le collège concernant à nouveau mes propos sur Twitter. Ils sont 2 membres du bureau du syndic à m'interroger. L'on tente de me prendre en défaut sur des articles du Code de déontologie, il en comporte 124, et on me dit qu'en contredisant la santé publique, je risque de mêler les gens et faire en sorte que plusieurs refusent les recommandations de celles-ci, alors diffusées en boucle dans tous les mass-médias et sur toutes les plateformes. En plus de continuer à dénoncer ce tordage de bras vaccinal, je vante les mérites de la vitamine D, cette grande oubliée des discours pontifiants de la santé publique. Elle est facilement disponible, peu coûteuse, et sert à prévenir autant qu'à guérir les infections respiratoires. Peu de profit cependant pour les Big Pharma. Juin 2022, je reçois les conclusions de l'enquête et il n'y aura pas de plainte disciplinaire déposée contre moi, mais le rapport d'enquête demeurera dans mon dossier. L'on note avec soulagement que j'ai fermé mon compte Twitter et il est écrit textuellement « Les médecins ne doivent pas formuler de commentaires ou prodiguer des conseils qui encouragent le public à agir à l'encontre des ordonnances et recommandations de la santé publique. » En clair, il nous est demandé d'obéir sagement et de considérer les directives du gouvernement comme parole d'Évangile. Octobre 2022, une lettre ouverte dont je suis signataire est envoyée au Collège des médecins du Québec et à la Direction nationale de la santé publique. Le Collège fut très prompt à nous rappeler à l'ordre. Une semaine plus tard, il nous était gentiment demandé de rentrer dans les rangs et de respecter la science, comme si le Collège ou la santé publique en étaient les seuls dépositaires. Une deuxième lettre a été envoyée au Dr Maurice Gaudreau, président du Collège, le 9 février dernier, lui demandant d'imposer un moratoire sur les injections d'ARN messager aux enfants et femmes enceintes. Il ne nous a toujours pas répondu. Janvier 2023, le Collège enquête à nouveau sur moi. Sont concernées cette fois des capsules vidéo produites en septembre 2022 dans lesquelles je m'exprime sur les injections COVID et la grossesse, ainsi que sur des conseils santé visant à maintenir une bonne santé immunitaire. L'on me demande quelle est ma version des faits, quelle est mon implication au sein du groupe Réinfo COVID Québec et d'expliquer le contenu scientifique de mes propos.
Sans tarder, je fais parvenir à l'avocate les renseignements demandés. Le collège accuse réception de mes explications et m'informe avoir un important volume de plaintes à traiter, ce qui pourrait causer un délai dans la conclusion de l'enquête à mon sujet. Je suis encore à ce jour sans nouvelles. Ce délai serait-il voulu pour me forcer au silence? La question peut se poser. Les signalements reçus par le Collège des médecins du Québec concernent des propos tenus en mon nom personnel, d'abord sur Twitter, puis ensuite sur Réinfo COVID Québec, collectif qui s'insurge contre la pensée unique et souhaite un véritable débat sur la place publique. La gestion chaotique, autoritaire et mortifère de la COVID-19 par le gouvernement et la santé publique démontre pourtant qu'il est important plus que jamais de prendre la parole et de dénoncer des actions qui nous semblent hautement répréhensibles, et ce, dans tous les domaines de la société. Chercher à faire taire cette parole, comme l'a malheureusement fait le Collège, qui prétend vouloir protéger le public, est tout aussi répréhensible et constitue un acte de censure. Merci de votre écoute. Merci, Dr. Huelland. Comme vous, je suis toujours sous la loupe du Conseil de discipline. Et moi, ça fait déjà aussi longtemps que je suis... disons poursuivi, ça fait plus de 8 ans que je suis poursuivi, donc je sais par où vous êtes passé. Alors, je tiens à témoigner aussi de ce côté-là. Alors, le prochain témoignage va être Madame Nadia Cusson, qui va vous expliquer aussi ce qu'elle a vécu. Bonjour, je m'appelle Nadia Cusson, je suis technicienne de laboratoire en pharmacie communautaire depuis plus de 15 ans maintenant. Depuis quelques années, je suis rendue travailleur autonome pour différentes bannières dans différentes villes selon les besoins. Comme professionnelle de la santé, je souhaite offrir le service le plus professionnel possible. Mais il devient difficile de rester professionnel lorsque les gouvernements viennent modifier nos procédures de travail. Ça crée de la frustration puis de l'incertitude face à nos compétences et à notre efficacité. Même les publicités à la télévision réfèrent aux pharmaciens pour plusieurs problèmes de santé, alors que nous ne pouvons malheureusement pas aider les clients. Comme professionnelle devant les patients, mais surtout devant mes collègues, je devais, durant la pandémie, promouvoir les mesures sanitaires, le port du masque, les injections COVID, mais aussi les injections contre la grippe et les tests rapides. Que je sois en accord ou pas avec le discours officiel des autorités gouvernementales, je devais les promouvoir, alors que je sais pertinemment que certaines de ces mesures sont injustifiées. Voici quelques exemples qui m'ont profondément révoltée. En 2019, j'ai appris par les journaux mainstream que des représentants de la société pharmaceutique Angita Pharma auraient pris contact avec des pharmaciens et leur auraient fait miroiter des avantages pécuniaires s'ils aidaient l'entreprise à prioriser certains médicaments génériques distribués par la société. N'est-ce pas de l'ingérence? Que dire d'un patient âgé sortant de l'hôpital suite à la COVID, puis qui a reçu 4 injections pour le COVID, dont le médecin retire la prescription de vitamine D, alors que la littérature scientifique en montre les bienfaits pour cette infection. Selon les pharmaciens, si le médecin prend ce genre de décision, il ne faut pas le remettre en question. Ce genre de situation me donnait l'impression d'être en conflit de loyauté envers mes patients. Autre frustration, un homme se présente à la pharmacie après avoir été hospitalisé suite à un infarctus, quelques jours à peine après avoir reçu sa première dose contre le COVID. Au médecin traitant, il tente de faire le lien entre l'infarctus et l'injection. Celui-ci répond qu'il ne s'agit que d'une mauvaise coïncidence. Il questionne le pharmacien sur un lien éventuel. Même réponse de la part de celui-ci. Convaincu, le patient reçoit une 2e dose. Il est de nouveau hospitalisé, cette fois-ci pour une péricardite. Encore une fois, le médecin et le pharmacien lui affirment qu'il s'agit d'une mauvaise coïncidence. Le patient a cependant dit qu'il refuserait une 3e dose, car selon ses dires, ça pourrait signifier son arrêt de mort. Je vois et j'entends beaucoup de personnes avec des effets indésirables graves suite aux injections. Lorsque des femmes demandaient aux pharmaciens où elles pouvaient déclarer les troubles menstruels après une injection, les pharmaciens ou certains pharmaciens leur répondaient que ça ne faisait pas partie de leur tâche. Ne devons-nous pas loyauté aux patients en tant que professionnels de la santé?
Les pharmaciens ne sont-ils pas les spécialistes en médicaments? Si eux ne peuvent pas aider les patients avec les effets secondaires de la médication, qui va le pouvoir? Avec les mesures sanitaires en place, j'ai vu également une augmentation croissante de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil chez les jeunes, certains même à partir de l'âge de 10 ans. J'ai observé aussi une augmentation du nombre de dépressions chez nos aînés. Certains disaient même vouloir mourir. Ça me brisait le cœur, mais je ne pouvais rien dire. En conclusion, je constate que le milieu de la santé est un milieu où le questionnement n'est pas apprécié, où il faut promouvoir les lignes directrices de Big Pharma ou le discours des autorités gouvernementales. Je dois me méfier dans mes discussions avec mes collègues, qui eux aussi sont sous la loupe de leur ordre professionnel. Si mes paroles ou mes gestes trahissent le discours ou le narratif officiel, je serai perçue comme une incompétente et je risque de perdre mon emploi. Je dois tout de même avouer avoir rencontré des gens extraordinaires dans ce milieu. Certains pharmaciens propriétaires sont plus respectueux de l'être humain et ont su bâtir une culture d'entreprise plus saine que d'autres. Si j'ai choisi de prendre la parole aujourd'hui, c'est en soutien à mes collègues qui vivent les mêmes choses que moi, mais qui n'osent pas s'exprimer, puis aussi pour leur faire comprendre l'importance de se sentir respectés et appréciés dans notre milieu de travail. Merci. Merci Nadia pour ton courage, parce que je peux vous dire qu'il en faut du courage pour venir témoigner, c'est pas évident. Alors maintenant, ça va être Monica Glidden qui va témoigner. Bonjour, je m'appelle Monica Glidden. J'ai un bac en criminologie et 30 ans d'expérience en protection de la jeunesse. Au printemps 2020, j'ai été convoquée par la direction du centre jeunesse où je travaillais sans aucune explication et sans répondre à aucune de mes questions. Lors de la rencontre, on m'annonce qu'une collègue d'un autre centre jeunesse avait fait une plainte contre moi parce que j'avais mentionné qu'il y allait avoir une manifestation contre les décrets gouvernementaux. De plus, la plainte était soutenue par un troisième centre jeunesse. J'étais sidérée. Je leur ai expliqué que cette journée-là, nous étions en pause en attendant les clients et que nous parlions amicalement de tout et de rien. L'atmosphère était décontractée et informelle. Bien sûr, la conversation s'est tournée vers le sujet d'actualité, la crise sanitaire. Alors, voyant que les nouveaux décrets gouvernementaux semblaient beaucoup déranger mes collègues, je leur ai mentionné qu'il allait y avoir une manifestation sur les mesures sanitaires bientôt. J'ai aussi expliqué à la direction qu'aucune de ses collègues n'avait donné la moindre signe d'être contrariée, mais que si cela avait été le cas, la personne aurait pu venir m'en parler en personne. Puisque nous travaillons dans le domaine des relations humaines, il me semblait que ça allait de soi. Après mes explications, ils m'ont dit que mes propos allaient à l'encontre du narratif du gouvernement, qui était mon employeur et à qui je devais ma loyauté. Ensuite, ils m'ont interdit d'avoir tout discours qui déviait du narratif gouvernemental sous peine de sanctions allant jusqu'à la suspension sans solde. Ils m'ont aussi avisé qu'ils étaient allés voir mon Facebook et qu'ils trouvaient certaines de mes publications controversées, ce qui pouvait aussi être matière à sanction. Et cette censure officielle était appuyée par les 2 autres centres jeunesse. Toute cette affaire a été extrêmement stressante et anxiogène. Les répercussions au niveau professionnel, personnel, émotionnel et psychologique ont été immédiates et se sont poursuivies. Les choses se sont dégénérées juste pour avoir donné une information publique sur un événement pendant une pause. J'ai ressenti de l'indignation à me faire traiter de cette façon comme une criminelle et de me faire menacer de sanctions. Je me suis sentie trahie par cette collègue qui n'a même pas eu la simple décence de venir me parler de ce qui l'avait dérangée. Cette plainte a eu des effets négatifs sur mon équipe puisque j'ai été relevée de certaines de mes fonctions, ce qui a rajouté une charge de plus sur 2 collègues qui étaient déjà débordés. De plus, puisque j'étais interdite de discuter de ce qui s'était passé, je ne pouvais même pas leur expliquer pourquoi. Et ça laissait planer de fausses impressions que j'avais commis une grave erreur. J'étais envahie d'émotions contradictoires de faire vivre ça à mes collègues tout en sachant que je n'avais rien fait de mal. Ne sachant pas de qui venait la plainte,
Je me suis sentie obligée de toujours être sur mes gardes car je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je craignais de parler et d'être dénoncée. J'ai dû couper des liens avec des gens que j'aimais beaucoup et de m'auto-censurer pour ma protection. Je me suis sentie seule, isolée et ostracisée. Toute cette situation et d'autres événements connexes ont contribué directement à ce que je prenne une retraite anticipée 2 ans avant ma date officielle, avec toutes les répercussions financières que ça a causées. Finalement, je regrette de ne pas avoir été plus courageuse car j'ai toujours été une combattante et là, j'avais l'impression d'avoir baissé les bras. C'est pour cette raison que je vous raconte mon histoire aujourd'hui, pour vous donner le courage de venir témoigner vous aussi de ce que vous avez vécu. Merci. Merci Monica. Alors, ça va être au tour de mon collègue Patrick Provost, qui va vous expliquer aussi tout ce qu'il a vécu. Et vous allez voir, c'est exactement ce que je vis aussi, donc comme professeur. Alors bonjour, mon nom est Patrick Provost. J'ai obtenu un baccalauréat en biochimie de l'Université du Québec à Montréal avant de réaliser un doctorat en sciences biomédicales à l'Institut de cardiologie de Montréal, Université de Montréal, et de compléter des études postdoctorales en biologie moléculaire à l'Institut Karolinska à Stockholm, en Suède, dans le laboratoire du professeur Bengt Samuelsson, prix Nobel de médecine en 1982. Depuis plus de 20 ans, je suis chercheur indépendant au Centre de recherche du CHU de Québec et professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Mes travaux de recherche ont reçu la mention de découverte de l'année à 3 reprises, la dernière en 2021 pour la découverte d'une nouvelle classe d'ARN. J'ai développé une expertise sur l'ARN et les nanoparticules lipidiques, qui sont les 2 principaux constituants des vaccins ARN messagers contre la COVID-19. Je suis diabétique de type 1 tardif et je me suis intéressé à ces vaccins ainsi qu'à la gestion de la crise sanitaire après avoir subi 5 effets indésirables suite à une première dose de vaccin que mon endocrinologue a refusé de rapporter à la santé publique, m'incitant plutôt à prendre une 2e dose. J'ai été victime de censure institutionnelle après que j'eus participé à la conférence des médecins et des scientifiques organisée par Réinfo COVID Québec le 7 décembre 2021. Je m'étais alors exprimé publiquement contre la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans pour la COVID-19 en raison d'un manque de recul sur cette nouvelle technologie vaccinale, toujours expérimentale, des risques inconnus à long terme et d'une évaluation risque-bénéfice défavorable qui aurait dû nécessiter l'application du principe de précaution. Un collègue professeur qui n'était pas d'accord avec moi, plutôt que de m'écrire ou de discuter avec moi, a décidé de porter plainte à l'Université Laval, qui m'a suspendu pendant 8 semaines sans salaire l'été dernier. Je suis présentement sous le coup d'une autre suspension, cette fois de 4 mois sans salaire, et je risque d'être congédié si je récidive. Étant donné l'attitude de l'Université Laval à mon endroit, il est possible que je n'y remette plus jamais les pieds. L'acharnement de l'Université Laval à vouloir me faire taire, plutôt que de favoriser le dialogue, la discussion, la communication scientifique et grand public, elle est invraisemblable et symptomatique de la période très inquiétante que nous traversons, où la société est divisée plus que jamais et où prévalent non seulement la censure, mais également l'autocensure, l'intimidation, le harcèlement et la culture du bannissement et de l'annulation qui favorise l'abandon de l'esprit critique et l'instauration de la pensée unique. J'ai également été victime de censure par mes propres collègues professeurs lorsqu'une intervention au sujet de la vaccination COVID-19 a été interrompue par le président de l'Assemblée. Que deviendront les universités et la libre circulation et les débats d'idées
si la libre circulation et les débats d'idées ne sont plus possibles? Une société qui voit ses universitaires ne plus être en mesure d'exercer leur liberté académique se dirige assurément vers la dictature. J'ai été victime de censure médiatique après que le texte publié intitulé « Le véritable portrait de la COVID-19 au Québec », que j'avais publié dans le Journal de Montréal le 22 juin 2022, a été retiré 40 heures plus tard des plateformes de Québécois sous prétexte qu'il comportait des inexactitudes. Mon texte consistait pourtant en une analyse factuelle des données officielles du gouvernement. Le rédacteur en chef, Sébastien Ménard, a décidé de censurer mon article 2 heures après avoir invité les censeurs, André Noël et le docteur TikTok, à écrire une critique de mon texte. Sébastien Ménard a refusé de m'expliquer sa décision. Heureusement, mon texte a été immédiatement republié dans Libre Média et partagé sur les réseaux sociaux. Évidemment, la censure que j'ai subie et l'acharnement dont je fais l'objet de la part de l'Université Laval ont eu et ont toujours un impact majeur sur ma vie personnelle et professionnelle qui ont été complètement chamboulées. Alors que l'Université Laval est en train de faire dérailler ma carrière de chercheur et de professeur, ma santé mentale, physique et psychologique est rudement mise à l'épreuve. Ma conjointe et mes 4 enfants, de même que les étudiants que je supervise au laboratoire et qui sont victimes de harcèlement par leur père parce qu'ils sont les étudiants de Provo, subissent également des répercussions importantes et représentent des victimes collatérales de cette chasse aux sorcières entreprise contre moi. Le prix à payer pour suivre la science et partager mes connaissances avec la population que je tente de servir et de protéger est élevé. Ma carrière de chercheur, dans laquelle j'ai investi ma vie, est en péril. Mais je continuerai de suivre ma conscience et de faire ce que j'estime être juste pour être en paix avec moi-même. La société a payé cher pour me former et faire de moi le chercheur que je suis, afin que je puisse exercer mon esprit critique et défendre leur santé, leur bien-être et leur intérêt. Mais mon employeur, l'Université Laval, va jusqu'à enfreindre la loi 32 sur la liberté académique en milieu universitaire et à détourner un processus disciplinaire pour me sanctionner. Elle veut me briser pour faire de moi un exemple et forcer l'autocensure des experts universitaires. L'Université Laval s'attaque à la liberté universitaire et si elle réussit, c'est toute la société québécoise qui sera abandonnée aux mains des intérêts privés que l'on sait voraces et sans vergogne et qui n'ont d'intérêt que les profits. Mais il y a une lueur d'espoir, car l'Université Laval a laissé tomber la plainte qui devait mener à mon congédiement, le lendemain qu'elle eut reçu une lettre signée par 281 collègues professeurs qui m'appuyaient. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Quoi de mieux que la solidarité pour s'opposer au dicton « diviser pour régner ». Ensemble, nous sommes capables de grandes choses. Et ça, je veux que vous le réalisiez. Car la lutte que nous menons, nous devons la gagner. Pour nos enfants et pour les générations futures. Et pour y arriver, je vous invite à vous mobiliser et à parler avec votre cœur, car les mots, l'empathie, la compassion et l'amour dont vous êtes capables sont des armes redoutables. Merci. Merci Patrick. Alors je vous donne un autre message d'espoir. Je ne sais pas si vous savez, la vérité c'est comme la lumière. Et la lumière pénètre toujours l'ombre et jamais l'ombre pénètre la lumière.